Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission du coup de cœur du Corner. Et aujourd'hui, pour ce mois de septembre, nous allons aborder évidemment les lectures qui nous ont le plus passionnés ou qui ont retenu notre attention sur ce mois de rentrée littéraire. Et nous avons une sélection de trois albums. Une fois de plus, Marceau n'est pas avec nous parce qu'il n'a pas vraiment eu le temps de lire quoi que ce soit pendant le temps qui s'est écoulé là de ce mois de septembre. Mais nous étions fidèles à notre poste et du coup on a plein de choses à vous faire découvrir. Donc je t'en prie Alexandra, commence avec ta lecture. Ouais, je t'en prie. Alors c'est pas du tout étonnant de ma part, je sais, j'ai lu plein de trucs, mais là dernièrement il y a eu le Harley Quinn, donc le nom exact c'est The Hit Bang Kill Tour. Donc récente sortie, hein, ça date de cette semaine, là on tourne la semaine ça datait du 16 septembre à peu près. Ok, donc mi-septembre, voilà, tout simplement. C'est ça. L'histoire est assez simple, ça fait une suite à la saison 1 et 2 de la série animée Harley Quinn sur Toonami. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas du tout suivi la série, il y a un résumé super clair, d'ailleurs assez drôle parce que Harley Quinn nous parle directement, il nous dit bon alors attendez, bon c'est un peu catastrophique que vous n'avez pas encore vu, vous allez tout de suite vous rattraper, mais voilà à peu près en une page. Ça se suit. Pour vous résumer à vous, sur la fin de saison 2, Poison Ivy rencontre Kitman, il tombe amoureux et il y a un mariage, sauf qu'évidemment le mariage est raté. Entre-temps, Harley Quinn a mis un peu le bordel comme à son habitude, se fait un ennemi qui est le commissaire Gordon, qui est dans cette histoire et dans la série complètement fou et obsédé, à quitter sa femme Barbara et ne pense juste à attraper Harley Quinn qui a un peu malheureusement détruit Gotham. Et donc le mariage est raté, Ivy et Harley partent ensemble, se rend compte que l'amitié devient plus une relation amoureuse et on en arrive à là dans le comics avec le trauma de Poison Ivy qui dépasse bien plus le mariage raté, mais qui revient un peu sur son enfance, sur le fait qu'elle a fait beaucoup de mal à d'autres personnes et que finalement, comme Harley Quinn, devient un peu une anti-héroïne, voire une héroïne, et qui pense finalement au bien-être des autres. Harley, elle, est fidèle aussi à elle-même, très très drôle. Ça reste un peu comme dans la série avec des moments plutôt, enfin des passages un peu vulgaires, un peu trash, mais jamais en étant très obscène. Ça reste quand même très accessible pour tout le monde. C'est très très beau de voir d'abord une sororité, de voir plusieurs couples lesbiennes et de même les voir ensemble. Il y a quelque chose de très naturel finalement, de voir des scènes de sexe aussi, pas littéral mais très très suggéré. Le tabou est un peu enlevé et je trouve que c'est cool de voir des super-héros enfin de faire des choses qui est assez humaine finalement. L'intrigue, elles sont un peu en road trip, comme je disais, pour essayer de fuir le commissaire Gordon avec d'autres méchants qui vont un peu ponctuer le récit. Et ensuite, la suite va se dérouler sur la saison 3 de Toonami, donc ça fait un pont. J'adore l'idée qu'en fait, les supports se confondent pour entre lire la série et lire le comics et regarder la série. Moi, je me suis même trompée sur les noms. Et sur le dessin, je vais un peu montrer, je mettrai des images parce que maintenant, je suis la reine du montage. Mais c'est très cartoon. J'ai eu la chance de rencontrer l'artiste Max Sarin qui s'est éclaté, qui a bossé sur Giant Days chez Achilleos. Et voilà, vraiment gros coup de cœur, c'est péchu, c'est frais, même si vous aimez pas Harley Quinn, je ne vois pas comment on ne peut pas aimer cette histoire. Ouais, mais en plus c'est vrai ce que tu disais, c'est très cool, c'est le fait que et c'est pas si fréquent d'avoir une BD une histoire qui est cross-platform comme on dit, c'est-à-dire ou même cross-média pour utiliser la bonne expression. Donc le côté il y a la série d'un côté, le livre de l'autre, ça fait vraiment ça rappelle aux gens que le comics, en tout cas que les histoires de super-héros sont maintenant dans tous les formats. On pourrait même imaginer que la suite de l'histoire se retrouve en webtoon ou tout est possible quoi. Et c'est une belle histoire aussi pour Harley Quinn parce qu'il faut pas l'oublier qu'elle a été créée lors d'une série animée, la série Mad Matas de 92. Et clairement, et là c'est le côté elle évolue dans ces deux univers là et elle s'y sent très bien finalement. Et comme tu dis, tous les éléments qui sont dans l'histoire qui sont assez cool et bien présentés en font une BD qu'on peut s'approprier vraiment sans trop de difficulté. Et on voit plein de personnages en plus qu'on connaît ou qu'on connaît pas. Donc ce que je vois au dos, c'est qu'il y a marqué que c'est une série en cours, ce qui veut dire qu'il y aura d'autres tomes. Oui, il y aura d'autres tomes. Donc ça veut dire que chaque tome pourra peut-être s'intercaler entre chaque saison, on sait pas trop. Je pense, ça on n'a pas encore plus d'informations, mais en tout cas c'est sûr, quand lors du Batman Day j'avais pu en parler avec François Hercouet, donc le directeur éditorial d'Urban Comics. Il y a un vrai projet autour d'Harley Quinn, il y a un vrai projet autour d'Harley et d'Ivy, et de développer cette relation-là et cette série-là en relation avec la série de Toonami. Trop cool.
Eh ben écoute, à ton tour. Yes, eh bien, Je vais le mettre en avant pour tout le monde. mon coup de cœur du mois de septembre, c'est un Marvel. Donc c'est celui-ci, je vais même vous le montrer à la caméra. Tac, c'est celui-ci. C'est Fantastic Four Full Circle par Alex Ross. Donc Alex Ross que les gens connaissent pour son travail sur Kingdom Come par exemple côté DC ou Marvels côté Marvel. Donc à la base c'est plus un artiste dessinateur que auteur, mais là cette fois-ci il fait les deux, donc le scénario et le dessin. Contre son habitude, où d'habitude il peint toutes ces planches. Ici il dessine, mais on reconnaît son style extrêmement détaillé des personnages, extrêmement travaillé des postures, des angles de point de vue, etc., même des décors. Et là, Alex Ross, il nous raconte, c'est une sorte de lettre d'amour pour les 4 Fantastiques, puisqu'en fait, c'est une petite aventure, récit complet. Quand je dis petit, c'est parce que c'est très fin. Hein, vous voyez, l'album est vraiment pas très épais. Mais même sur un style un peu MOOC finalement. Ouais, exactement. Alors, il est sorti en version normale et en version collector. Version collector est déjà en rupture, en tout cas au Comics Corner, c'est déjà en rupture. Il y a peut-être possibilité d'en recommander, mais il nous reste donc la version normale. Et donc voilà, c'est vraiment une lettre d'amour pour les 4 Fantastiques. On a un récit vraiment très classique dans son schéma narratif, c'est-à-dire que les 4 Fantastiques sont dans leur building, tout va bien. Débarque une anomalie scientifique au milieu de leur salon. Ils réagissent au problème au quart de tour et ensuite ils se rendent compte que pour régler le problème de façon plus définitive, il faut prendre le vaisseau, aller dans la zone négative, aller affronter des trucs, régler le problème de manière scientifique ou s'il faut faire parler les points, on y va. Et ça fait référence à en tout cas à au moins une ou deux aventures passées des 4 Fantastiques. Quand je dis passées, c'est vraiment passé, c'est-à-dire qu'il faut remonter au numéro genre 50 des 4 Fantastiques, donc de l'époque. Donc vraiment pour les vieux de la vieille, ça va parler. Moi qui n'ai absolument pas lu les 4 Fantastiques dans leurs premiers épisodes, je me suis dit ok, ça fait référence à des trucs que je connais pas, pourquoi pas. Et en vrai, c'est pas nécessaire d'avoir ces références. C'est sûr que ça fait le petit clin d'œil, c'est un petit peu la Madeleine de Proust pour les lecteurs des 4 Fantastiques, mais vraiment là on a une histoire complète qui peut se lire comme ça. Il suffit de connaître les 4 persos, voilà, et qui ne connaît pas les 4 Fantastiques. Pour pouvoir apprécier cette aventure, c'est vraiment une aventure cosmique simple et efficace. Vraiment, il y a ce côté-là, l'aventure est très linéaire, on avance, il y a un méchant, il se passe un truc, on règle le problème, on arrive à une autre situation, etc. On avance dans les péripéties jusqu'au grand dénouement. Et avec, comme à l'époque, dans les comics des années 60-70, la petite morale de fin pour rappeler que finalement tout va... un peu old school, finalement, que finalement tout va bien, ou les héros ont retenu un enseignement déterminant sur les valeurs de l'amitié ou de l'amour a gagné. Voilà, mais c'est un peu ça, mais c'est vraiment Alex Ross, il sait très bien ce qu'il fait et il sait qu'il fallait terminer comme ça. Donc vraiment c'est vraiment très cool. C'est si vous n'avez jamais lu du 4 Fantastique, ça peut être un très bon moyen de commencer parce que c'est un album qui coûte pas très cher, j'ai plus le prix en tête mais on est vraiment sur un petit prix. Je l'ai, 12 €. Il est à 12 €. Donc vraiment, si vous avez envie de tester les 4 Fantastiques, sachant qu'on sait que le Marvel, Disney prévoit de ramener les personnages sur le devant de la scène à travers des films, ça peut être l'occasion de voir un petit peu d'où ça vient les 4 Fantastiques, c'est quoi cette vibe qu'ils ont amené sur le monde des comics. Et là, je peux vous le recommander clairement. Voilà, un petit prix, une bonne découverte sur des persos que beaucoup de gens ne connaissent pas ou connaissent trop peu. Ouais, moi je l'avais lu aussi. Moi, le seul truc qui m'avait dérangé, c'est pour ça que je l'avais pas mis dans mes coups de cœur pour le magazine Canal BD, c'est que, comme tu disais, le scénario est simple. Ah oui. Même pour moi un petit peu trop simple. C'est même limite simpliste, effectivement. Voilà, mais ils pouvaient pas lancer un truc de dingue mais finalement, c'est vrai que c'est très accessible pour des personnes qui n'ont pas envie de se lancer dans des grands runs. Surtout que les 4 Fantastiques sont souvent mêlés aux Avengers ou à d'autres personnages avec des aventures de l'univers cosmiques, Marvel, les races extraterrestres, et puis machins. Pour le coup, j'aime bien l'idée qu'ils l'ont mis un peu en MOOC comme ça, comme si c'était un autre comic. C'est quelque chose d'assez précieux parce que le dessin d'Alex Ross est quand même assez spécial et assez unique. Et juste pour le dessin, juste pour se taper de belles planches, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et puis c'est assez clair sur qui est qui et sur leur dynamique aussi et leurs relations. Donc ça, c'est plutôt intéressant de voir comment ils arrivent à se parler, comment ils arrivent à régler des problèmes sans justement, ce que je disais, d'autres personnages qui interfèrent dans les problématiques. Donc bonne lecture sur les 4 Fantastiques. Ouais. Et ben du coup, on en arrive à la fin de l'émission où on aborde notre coup de cœur en commun. En tout cas, la lecture qui
nous a convaincus tous les deux, en l'occurrence. Et ce mois-ci, donc c'est un comics qui est sorti chez Delcourt. Oui. Ça s'appelle Reckless. Le sous-titre, c'est quoi? Tu peux le dire si t'arrives à te mettre devant. Alors, le sous-titre, c'est Éliminer les monstres. Donc, Voilà. c'est le troisième tome, si on peut C'est ça, dire. troisième tome sur 4. Bah, c'est Voilà. ça, c'est le troisième tome sur Ouais. 4. Donc c'est fait par Ed Brubaker et Sean Phillips, donc le duo inséparable d'une quantité phénoménale de comics, toujours dans l'univers polar, thriller, film noir, globalement, hein, pour faire simple. Et donc, bah, je vais résumer un peu l'univers oui. Reckless. Vas-y, après, Et j'enchaîne. après, Ouais. tu pourras me dire, Yes. nous dire pourquoi ça t'a plu. Donc, Reckless, ce sont les aventures donc de Ethan Reckless, qui est donc un ancien agent de la CIA qui, dans les années 80, s'est reconverti en détective privé globalement. Et donc, c'est le gars qu'on appelle quand on a des problèmes à résoudre et des problèmes pour lesquels la police sera impuissante. Et qu'on veut un peu régler ça de manière très discrète. De manière très discrète. Donc, en gros, c'est une sorte de justicier au grand cœur, dans le sens où il va aider des causes perdues. Ça l'embête pas, même s'il le fait aussi pour payer le loyer, quoi. Et voilà, donc c'est vraiment un archétype de héros de films noirs, etc. C'est-à-dire que il a ce côté, je prends pas vraiment soin de ma santé, donc Puis il a un trauma aussi qui revient assez souvent. Il a son propre passé sombre qui le poursuit. Il a un côté très marginal par rapport à la société. Ouais. Et même s'il est très doué pour remonter une piste, pour traquer des criminels, pour remonter des fils d'indices, il est aussi capable de se défendre physiquement. Il fait parler les poings souvent, même s'il utilise peu d'armes à feu ou il cherche pas spécialement à tuer. Voilà. Ouais, il est pas forcément dans. Mais voilà, c'est un dur à cuire. Globalement, ouais. c'est ce qu'on appelle dans le jargon du cinéma un hard boiled, donc un dur à cuire, comme peuvent l'être plein de personnages que vous connaissez forcément dans des archétypes, que ce soit dans les films, même dans les jeux vidéo. Et donc là, dans cette troisième aventure, puisque chaque album de Reckless est une aventure distincte, ouais, c'est vraiment une aventure un peu comme un James Bond, finalement. Il y a un peu un fil rouge, il y a un personnage récurrent qui revient, qui est notamment mis en avant ici, mais finalement ça peut se lire. C'est ça, ouais. Et donc dans cette troisième aventure, Ethan est engagé par un homme dont le père, qui était un magnat de l'immobilier, est mort dans des conditions étranges. Et donc son client, le fils de l'homme mort, est persuadé que c'est l'associé de son père qui l'a tué, et donc il demande à Ethan Reckless non seulement de prouver que c'est bien lui, mais surtout il lui demande de récupérer les preuves pour pouvoir ruiner cet homme, en gros pour pouvoir lui pourrir la vie, pour qu'il aille non seulement derrière les barreaux, mais en plus pour lui ruiner sa réputation, pour lui pourrir la vie, pas de le tuer. Pour se venger, venger la mort de son père. C'est-à-dire qu'il ne dit pas je veux qu'on le traîne devant la justice, il dit je veux me venger. Et Ethan va prendre cette cause à son compte pour diverses raisons qui seront expliquées dans l'histoire. Et donc on va avoir cette enquête qui va être évidemment plus complexe qu'il n'y paraît, pour remonter jusqu'à cet homme qui est donc ce fameux monstre qui est dans le titre, éliminer les monstres. Pourquoi toi ça t'a plu, Reckless? Alors peut-être que de toute façon tous les tomes de Reckless t'ont plu, mais est-ce que celui-ci a tous les comics d'Ed Brubaker et Ok. Alors, du coup, qu'est-ce qui te plaît dans ce tome en particulier? Justement, tu parlais des autres tomes. Ce que je trouve ça intéressant, c'est que c'est constant. Par rapport aux autres titres, il n'y a pas de niveau qui s'affaisse un petit peu selon l'histoire, parce qu'on disait aussi c'est l'histoire indépendante, donc tu peux te dire que par rapport à l'enquête, ça peut être un peu moins percutant. Je sais que le second tome, on était sur quelque chose d'un peu plus mystérieux avec une sorte de secte. Là, on est sur un type de vengeance avec un peu une mafia, enfin des mecs un peu louches, Et donc finalement, il y a toujours cette chose assez percutante dans le récit. La manière dont Ed Brubaker écrit aussi, on a des pages où il y a quelques mots, il y a quelques traits de pensée d'Ethan Reckless, donc le personnage principal, et ça suffit en fait. On peut se dire c'est pas assez gourmand, il faut un peu plus de dialogue, ce qu'on reproche parfois à certains comics. Là, il y a pas besoin parce qu'il y a un dessin avec Sean Phillips qui arrive à nous faire rentrer dans cet univers, et moi j'ai l'impression d'être encore plus proche du personnage de par souvent quand il parle de son passé, où il porte en fait des poids en lui, des morts aussi qui sont liés à son parcours. Et là, ce que j'aime bien, c'est qu'on approfondit un petit peu plus la relation avec cette jeune fille avec qui il travaille, qu'il a recueillie dans le cinéma, avec qui il vit, qu'elle aussi a passé un peu trouble, et donc on a aussi par moment les sentiments qui reviennent d'Ethan Reckless associés à de l'action, à de l'enquête. Le côté polar, il fonctionne très très bien. Surtout qu'on n'a pas tout de suite l'enquête que tu parles, on a aussi
on débute avec d'autres choses. Ouais. Et donc tu te dis en fait le rythme ne s'essouffle pas parce que au final l'enquête avec le maire arrive en milieu de comics quoi, Ouais. pour très vite arriver à une fin qui réussit toujours à nous surprendre et à convaincre, parce qu'une bonne fin aussi c'est très, très important, ce qu'on n'a pas souvent. C'est ça. Tu peux commencer très très bien le comics Ouais. et puis finalement tomber un peu à plat. Donc non, pour moi c'est un peu une petite pépite que je me garde. Je me dis oh là là, je vais me lire un petit polar. Comme il y en a pas souvent des très bons en comics. Alors, finalement. Il y en a, mais ouais, c'est vrai que c'est pas fort, la qualité est plutôt inégale, mais ouais, en vrai, effectivement, quand on se dit bon bah je vais lire un Brubaker, on sait que c'est une valeur sûre. Voilà, c'est ça. Du même avis que Criminal par exemple. C'est ça, exactement. Et moi j'ai retrouvé du coup, moi dans Reckless, en tout cas dans ce tome-là, j'ai retrouvé beaucoup de choses que j'attends dans ce genre de récit, c'est-à-dire que parfois quand on veut faire un polar avec justement un héros qui va être cet archétype-là du mec un peu bourru mais qui a un grand cœur et qui va aider la veuve orphelin, mais en vrai à la fin de la journée il a juste envie de picoler et de s'enfermer dans sa chambre. Des fois on le pose juste comme ça, c'est accessoire et on se dit ah bah c'est comme ça parce qu'il est badass donc c'est stylé. Là non, Brubaker et Phillips prennent le temps d'expliquer pourquoi il est comme ça. Ouais. C'est pas juste il est bourru parce que le héros doit être bourru dans ce genre d'histoire, c'est on comprend, ou en tout cas on apprend à travers les différents tomes et aussi dans celui-là comment il en est arrivé là. Qu'est-ce qui fait qu'il va accepter telle ou telle mission, parce qu'il accepte pas tous les jobs. Il faut aussi des jobs alimentaires, hein, il le dit, c'est qu'il y a des fois des missions un peu nulles, il va les faire juste pour l'argent. Et puis il y a quelque chose des fois qui l'attrait comme un détective privé qui a le flair pour une certaine enquête. Exactement. Et on voit aussi, dans cette histoire-là, on voit aussi qu'on prend le temps d'explorer aussi ses failles, parce qu'il est pas, c'est pas un super héros, c'est-à-dire il est pas parfait dans ce qu'il réalise. Il a pas tout le temps un coup d'avance sur ses adversaires. Et il le dit en plus, je fais des erreurs. Et on le voit, c'est-à-dire que même quand il a un plan qui est censé, qui est un plan qui est plutôt bien ficelé, il y a des imprévus et voilà, donc ça lui donne un côté très humain. Ouais. Finalement, alors qu'on pourrait dire ancien agent de la CIA, ça va être une sorte de James Bond, il réussit tout machin, mais en fait non, pas du tout. Il est même obligé, il y a même une mission où il se fait griller genre dans jour 1 de la filature et après il est en galère, il doit changer de voiture, ce genre d'anecdotes. On les a pas forcément dans les autres récits de polar, ou si on les a, moi c'est des histoires que je n'ai pas lues, même si j'ai lu beaucoup de polar. Donc voilà, je trouve que ça fonctionne très bien et j'adore vraiment définitivement le travail sur les couleurs que fait Sean Phillips. J'avais déjà ressenti la même chose, parce que j'essaie de me souvenir, c'était dans Kill or Be Killed, une autre série en 4 tomes qui pour le coup était 4 tomes qui se suivaient, c'était une seule histoire en 4 tomes où il y avait un travail de dingue sur les couleurs, où on plongeait dans la psyché du personnage. Là, c'est pas trop le cas. C'est pas des couleurs pour appuyer la psyché du personnage, mais c'est plus pour poser des ambiances instantanément. Ouais. C'est-à-dire qu'en un instant, quand on passe de la plage de Californie à une scène glauque dans un immeuble, toutes les couleurs changent. Toutes. Et, tout en restant des couleurs très chaudes, en fait, qui attirent le regard. Et même s'il y avait pas de bulles, s'il y avait rien, on comprend tout de suite, ok. Là, ça devient sérieux. Là, ça devient détendu. Ouais. Là, faut que je sois sur mes gardes. Qu'est-ce qui va se passer ? Et c'est ça, en fait. C'est arriver à utiliser tous les outils qu'offre le format BD pour raconter une histoire vraiment prenante. Et donc, effectivement, on attend le tome 4 qui viendra clore les aventures de Ethan Reckless. Et puis en attendant, si vous aimez aussi le polar et le travail d'Ed Brubaker, il y a une belle édition chez Urban Comics, par contre, de Sleepers, qui est parfait aussi dans le sorte de polar baroudeur. Exactement. Donc du Brubaker et Sean Phillips, c'est pas que chez Delcourt, donc il y en a chez Delcourt, mais donc voilà, comme je l'ai dit, il y a Kill or Be Killed, c'est aussi chez Delcourt. Ouais. Et chez Urban, il y a Sleepers. Chez Delcourt, il y a aussi évidemment Fatal. Enfin voilà, il y a. Ouais. Fatal, criminal. C'est réparti, Delcourt et Urban pour retrouver leur travail. Il y a vraiment de tous les goûts. Il y a des récits plus courts que d'autres. Il y a des grosses intégrales. Il y a le Pulp qui est un récit très court. Oui, bien sûr aussi. Il y a aussi Pulp qui est un récit très court dans une autre atmosphère. Donc voilà, clairement en septembre, il y a eu plein de choses évidemment qui sont sorties. Donc n'hésitez pas en commentaire à nous dire quelles sont les sorties qui vous ont plu ce mois-ci, quelles sont les sorties que vous attendez pour le mois qui vient, là, le mois d'octobre qui est à notre porte. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé des albums qu'on vous a présentés, ou si vous avez des avis contradictoires, on a très envie de les entendre, aussi. Évidemment. Et je sais pas si tu avais un message à faire passer. Coucou maman. Non, voilà. Effectivement, on attend vos retours aussi sur ce format-là. On a quand même déjà eu quelques retours, mais n'hésitez pas à nous dire si ce format des coups de cœur du corner vous plaît.
En attendant, on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à passer en boutique pour parler comics. Ce sera toujours un plaisir de vous accueillir. Sur le site en ligne comicscorner.fr si vous n'êtes pas de Évidemment. Paris. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec tous les gens qui vous disent ah ouais, j'aime bien quand tu lis des comics et tout, ça a l'air intéressant, mais franchement, je sais pas trop quoi lire. Bah, montrez-leur ces vidéos, montrez-leur que. Puis vous notez que l'imitation est magnifique. Hein, c'est sûr que vous avez une personne qui va vous parler comme ça. Et n'hésitez pas à leur montrer que les comics, on peut aborder ça par plein d'autres, plein de façons Oui, parce qu'en plus, ce mois-ci, on a été assez c'est même pas, égalitaire hein, sur les maisons d'édition et sur le style. On a de tout, Donc, tout. Donc voilà, on vous embrasse, à la prochaine, lisez des comics